Bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Julien Buot, je dirige l'association ATR, Agir pour un tourisme responsable. J'ai le plaisir de vous accueillir et d'animer cette session sur transport aérien et tourisme responsable, aux côtés donc de Martin Collier, au service développement durable du groupe Air France, et Mathieu Chauvin, Optionway, directeur d'Optionway. Donc on a 3/4 d'heure ensemble, on aura une petite demi-heure de présentation, de dialogue tous les trois, et puis on vous donnera le micro pour pouvoir échanger avec vous. Donc l'intitulé « Comment concilier le transport aérien et le tourisme responsable ?» à l'heure où on estime que le tourisme en général représente à peu près 10% des émissions globales de CO2, ni plus ni moins, que le transport dans ces 10% représente une grande partie, et que dans le transport, l'aérien représente une partie non négligeable non plus. Voilà, on a des ordres de grandeur, on sera peut-être amené à en parler, y compris demain, sur une table ronde avec Jean-Michel ici présent sur la question des indicateurs du tourisme durable. On remercie le salon IFTM Topresa de donner cette tribune au tourisme responsable. On a donc un cycle de conférences qui a commencé hier avec les acteurs du tourisme durable, un réseau interprofessionnel auquel je participe. ATR, dont je suis le directeur, je l'ai dit, qui est un réseau et un label pour les voyagistes. Et puis le syndicat des entreprises du voyage, qui est partenaire également du salon et qui nous accompagne dans ce cycle de conférences sur le tourisme responsable. Donc on vient de terminer, ce matin, il y a eu deux conférences très intéressantes, entre autres sur la question du train. Il était question qu'on aborde aussi évidemment l'avion avec Air France, qui est partenaire du salon. Quoi dire ? Donc en tout cas, merci à toutes et tous de participer. Je vais peut-être dire quand même quelques mots d'ATR rapidement parce que je trouve que c'est intéressant d'illustrer aussi. On est dans un contexte qui évolue et on est dans une histoire qui commence il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Finalement, le carbone et le tourisme responsable, pendant longtemps, je ne sais pas si on faisait l'autruche, mais en tout cas, le sujet n'était pas à l'agenda. Y compris sur un salon comme IFTM Topresa. Moi, j'y vais depuis 20 ans. C'est quand même relativement récent qu'on se pose la question. Ça paraît peut-être paradoxal aujourd'hui, à l'heure de l'urgence climatique, mais il faut rappeler qu'on s'inscrit dans un temps long. Et la mise à l'agenda du tourisme responsable, au départ, ce n'était pas sur les questions carbone et climat. C'était sur peut-être des sujets un peu plus faciles, quoique c'était l'impact économique et social. Quelles sont les vertus des voyages internationaux, certes en avion, mais qui ont des impacts en termes d'emploi, en termes de rencontres, d'échanges interculturels. Je rappellerai d'ailleurs que Air France a été un des acteurs pionniers dans le tourisme responsable en France, en soutenant via sa fondation des démarches comme la lutte contre le tourisme sexuel impliquant des enfants, des méthodologies d'évaluation de l'impact du développement par le tourisme, avec donc Groupe Développement, puis Acting for Life. Air France est un camarade de longue date des acteurs du tourisme durable responsable, intervient depuis une vingtaine d'années sur ces questions-là à minima. Donc voilà, c'est important de rappeler ce contexte. Plus spécifiquement sur ATR, une association de tour opérateurs créée en 2004, jusqu'en 2014, impasse totale sur les questions carbone. Alors ça ne veut pas dire que des membres de notre collectif, je pense au groupe Voyageurs du Monde, n'avaient pas commencé très sérieusement à travailler ces sujets-là, mais collectivement, de l'aveu même de mon ancien président Vincent Fonvieille, la Balaguer avait fait son bilan carbone une fois en 2013, mais concrètement, ils avaient un peu l'impression de ne pas savoir quoi faire, d'assumer que c'était peut-être un peu schizophrène de se prétendre acteur du tourisme responsable et néanmoins de proposer des voyages en avion. Mais avec l'appui d'EcoCert, qui a été notre nouveau partenaire à partir de 2015 sur l'évolution de notre label, puisque ATR était une association de professionnels du voyage, mais aussi un label, on a dit que ça ne pouvait pas continuer plus longtemps. Donc, en plus, on était à la veille de la COP21 et l'adoption des accords de Paris. On a commencé à sortir la tête du sable et puis à mettre sérieusement ce sujet à l'agenda de l'association. On s'est tourné vers des acteurs pionniers comme le GERES, qui à l'époque avait lancé la campagne pour la solidarité climatique. On a participé aux travaux de la COP21 et petit à petit, on a convenu qu'il était important de commencer par le commencement, c'est-à-dire comprendre les interactions entre tourisme et changement climatique. Petite histoire, mais avec ATD, acteur du tourisme durable, on a publié en 2020
donc quelques années après, un livre blanc sur le tourisme face au changement climatique. ATR a été à l'impulsion du travail de réflexion avec ATD sur ces questions-là. C'est devenu un peu un texte de référence sur ces interactions. À la fois le tourisme et le voyage est victime du changement climatique parce que la qualité des expériences qu'on propose à destination sont menacées par ce changement climatique, et on est aussi bourreau, c'est ce que je dis souvent dans les tribunes que je suis amené à écrire, dans l'écotouristique notamment, bourreau parce qu'on contribue à nouveau, 10% des émissions globales de CO2 sont liées au tourisme. Donc, assumons ces interactions, travaillons-les, comprenons-les. Nous on diffuse aussi beaucoup, on s'appuie beaucoup sur la fresque du climat. Beaucoup d'entre vous l'ont peut-être déjà fait. Ceux qui ne l'ont pas fait, je vous invite à le faire. Je sais qu'au sein de l'entreprise Air France, c'est fait. Optionway, je ne sais pas si vous l'avez fait, j'imagine aussi. Nous, chez ATR, on en fait un outil important. Comprenons et assumons ces interactions-là. Et puis, deuxième étape, je reviens sur l'année 2015. Le premier engagement carbone du label, ça a été l'évaluation. Faisons un bilan carbone. Si on veut maigrir, il faut se peser. Hein. Sinon, mais on ne sait pas de combien on maigrit. Donc voilà. Deuxième pilier, mais ça il a fallu attendre il n'y a pas si longtemps que ça, ayons des trajectoires de réduction. On en est là, on est en train d'affiner. Peut-être que vous avez vu la semaine dernière dans l'écotouristique, il n'est pas ici, il sera là cet après-midi, Jean-Christophe Guérin, Vie Sauvage, qui nous a partagé sa méthodologie pour réduire l'intensité carbone de sa marge avec des objectifs très ambitieux à l'horizon 2030. Voilà, ATR, c'est aussi l'effervescence, beaucoup de pionniers qui partagent leur méthodologie, leurs bonnes pratiques. Et puis, parce qu'il y aura toujours une part incompressible des émissions de CO2, pendant longtemps, on a parlé de compensation. En tout cas, ça a été une des exigences du label à partir de 2019, avec un horizon 2025 où on affichait l'idée de, à l'image de certains pionniers comme à nouveau le Groupe Voyageurs du Monde, l'idée de compenser 100% des émissions de CO2 en 2025. Et puis, comme vous le savez, la compensation, elle a été très chahutée. Certains ont oublié que normalement la compensation est née d'une ONG en France, notamment pionnière avec dès 2004, une première plateforme de compensation carbone volontaire. On a un peu vite oublié l'idée que normalement le prix à la tonne devait être tellement élevé, tellement fort qu'on serait invité à réduire. Bon voilà, je ne vais pas m'étendre plus, mais c'est pas le roi est mort, vive le roi, mais la compensation est morte, vive la contribution aujourd'hui. Hein, c'est le vocabulaire qui fait consensus. On en reparlera avec Mathieu et Martin dans quelques minutes. Donc nous, en tout cas, à ATR, aujourd'hui, on invite à ne plus parler de compensation. Néanmoins, à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Les projets de solidarité climatique qui sont soutenus par nos entreprises et par leurs voyageurs ont beaucoup de vertus. Et il n'y a pas que la forêt, il y a aussi beaucoup de programmes de sobriété énergétique dans les Andes. Enfin, voilà. Ce n'est pas le sujet à l'ordre du jour aujourd'hui. On va aussi beaucoup et surtout parler de réduction. Ce n'est plus un tabou. On doit réduire notre empreinte carbone de notre activité, de nos entreprises. Et donc, je vais donner la parole pour commencer à Martin et ensuite à Mathieu. Déjà, qui êtes-vous et que faites-vous ici, sur cette table ronde ? Bonjour, donc je suis Martin Collier, je travaille à la direction du développement durable et nouvelle mobilité d'Air France. Je suis en charge tout particulièrement de l'engagement des parties prenantes internes, externes. Ça consiste à mobiliser l'entreprise au sein de toutes ces directions pour mener une transformation interne dans la mesure où tous les métiers sont à mobiliser pour atteindre nos objectifs, notamment sur donc, les enjeux climatiques dont on va parler aujourd'hui. Et également donc, me trouver ici puisque c'est également engagé en externe qui est important pour se nourrir de nos parties prenantes externes, être bien en prise avec les attentes et notamment les attentes de nos clients, mais les attentes des citoyens aussi vis-à-vis du transport aérien et de son impact sur le changement climatique. Est-ce que tu souhaites qu'on présente Mathieu d'abord ? Ouais. On va faire circuler la parole. Alors bonjour à tous, Mathieu Chauvin, donc moi je suis président d'Optionway. Optionway, on est une agence de voyage en ligne. On est spécialiste sur la vente de billets d'avion. Et donc on est ici parce qu'on est très impliqué en fait sur cette question de comment on arrive à concilier effectivement l'aérien avec le tourisme responsable. C'est une question qui est dure, qui est difficile. Je pense qu'il faut la partager de façon honnête. Et c'est en plus une question qui est collective. C'est-à-dire qu'on a tous cette question à gérer. Donc nous, effectivement, on va peut-être en parler ensuite, mais on a fait pas mal de choses pour informer les voyageurs.
On veut aller plus loin. Et on parlera aussi peut-être de la collaboration, des coopérations qu'on peut mettre en place justement pour essayer d'informer encore et toujours mieux les voyageurs, comment les orienter, comment les guider finalement vers des choix plus responsables. Oui, on en parlera. Je pense que ce sera un des fils rouges. L'enjeu, c'est de communiquer entre nous, de coopérer entre nous et puis de le partager au plus grand nombre. Martin, toi, si tu es responsable des parties prenantes dans le service développement durable d'Air France, c'est pas pour rien. Je sais qu'Air France a été longtemps en tête du classement du Sustainability Dow Jones Index, qui est un des nombreux classements. Et c'est vrai qu'Air France a été un pionnier en fait sur cette question du tourisme responsable et des questions de décarbonation. Il y a eu une annonce il y a quelques jours. Vous avez décidé, comme ATR aussi, d'arrêter de parler de compensation carbone. Est-ce que tu peux peut-être commencer par nous en dire un peu plus sur cette actualité de l'arrêt de la compensation et surtout quelles sont aujourd'hui les recommandations que vous faites auprès de vos clients? Alors, peut-être en petit préambule, avant d'en venir finalement à comment on engage nos clients, j'aimerais peut-être faire un retour en arrière sur déjà ce qu'on fait. Nous, puisque avant de demander à nos clients de faire quelque chose, il est évidemment notre responsabilité de nous d'initier, on va dire, et d'être pleinement acteurs de cette démarche de décarbonation. Alors, un bref rappel peut-être sur les enjeux et les ordres de grandeur qu'il faut bien avoir en tête. Secteur aérien, donc on est un maillon de la chaîne, comme tu l'as rappelé, en ce qui concerne le tourisme responsable. Secteur aérien, ses émissions ont cru de 42% entre 2005 et 2019. Et donc, le secteur aérien dans son ensemble s'engage dans une voie pour atteindre des objectifs net zéro à horizon 2050. Pour Air France, qu'est-ce que ça signifie ? En termes d'ordre de grandeur, donc nous, nos émissions ont peut-être suivi un chemin un tout petit peu différent de celui de l'industrie au global. Nous, nos émissions ont diminué entre 2005 et 2019 de 6%. 6%, c'est une réduction, mais c'est clairement pas assez. Donc, notre objectif, il est de réduire à horizon 2030 nos émissions de moins 30% par kilomètre passager entre 2019 et 2030. Donc, d'accélérer clairement la réduction qui a été initiée entre 2005 et 2019. En valeur absolue, ça veut dire moins 12%. Donc entre 2019 et 2030. Donc qu'est-ce qu'on fait pour mettre tout en œuvre pour atteindre ces donc moins 12% ou moins 30% selon l'indicateur qu'on prend? Il y a 4 leviers qu'on actionne. Le plus important aujourd'hui, c'est le renouvellement de la flotte. Vous avez peut-être entendu une annonce d'Air France récemment donc sur l'achat de 50 avions de nouvelle génération de type A350, qui sont des avions qui réduisent les émissions de CO2 de moins 25% par rapport à l'avion type équivalent qu'on remplace. En soi, cette commande va nous permettre d'atteindre 50% de l'objectif qu'on s'est fixé à 2030. Donc extrêmement crucial pour nous d'investir aujourd'hui 1 milliard d'euros par an dans le renouvellement de notre flotte. En faisant donc le maximum, malgré une situation financière qui n'est pas les meilleures, mais pour être constant sur le fait d'investir 1 milliard d'euros par an sur le renouvellement de la flotte, c'est crucial. Le deuxième levier, c'est les mesures opérationnelles qui sont aujourd'hui le deuxième facteur le plus important aujourd'hui en 2023 de réduction. Ça consiste à des mesures d'écopilotage, et ça consiste aussi à une collaboration avec l'aviation civile pour faire des descentes continues ou des trajets plus droits et pas en zigzag, on va dire, ce qui permet d'économiser du carbone. L'aspect collaboration, important aussi, puisqu'on ne peut pas faire seul, on a besoin de collaborer avec l'aviation civile. Ça, c'était le deuxième levier. Le troisième levier, je viendrai sur le quatrième, c'est le plus important. Le troisième, l'intermodalité. Pour nous, et donc vous avez parlé du train hier, il est évidemment crucial de positionner la bonne offre vis-à-vis du client.
Les clients, naturellement, font le shift de l'avion au train. Donc, on a constaté cette année que très rapidement, en l'espace de quelques mois, les passagers qui avaient l'habitude de prendre l'avion sur des trajets de 4 à 5 heures ont fait la bascule et maintenant, naturellement, se reportent vers le train. Nous, ça a des impacts évidents. Donc, on a réduit la cadence sur des trajets comme le Paris-Nice. Il y a beaucoup moins de vols qu'avant. Donc, on va dire que notre offre s'adapte aux attentes du client sur des trajets courts. Sur les trajets plus longs, on a mis en place avec la SNCF donc un produit intermodal qui permet aux clients qui viennent de région d'arriver jusqu'au hub en train, directement donc à Roissy. Et du coup, s'ils ont un voyage long courrier à faire, où il est plus difficile de le faire sans avion, même si la question se posera sûrement dans l'avenir. Aujourd'hui, on va dire que l'avion reste aujourd'hui un mode de transport naturel pour des voyages plus longs. Et donc, on a un partenariat avec la SNCF, un partenariat très stratégique qui repose en fait sur le produit train plus air pour acheminer les passagers avec un produit donc digne de ce nom et qu'on travaille à améliorer de plus en plus pour qu'il emporte la préférence du client sur un trajet avion plus avion. On veut lui faire préférer le train plus avion. Donc ça, c'est le troisième levier de décarbonation. Et le quatrième est sans doute le plus crucial et dont vous avez sans doute entendu parler. Donc il s'agit des carburants d'aviation durable, Sustainable Aviation Fuel, SAF, donc en anglais. Aujourd'hui, c'est quelque chose de relativement anecdotique dans le sens où il y a seulement 1 à 2% de carburant d'aviation durable qui est emporté dans nos avions. Néanmoins, sur ces 1 à 2%, c'est très important aujourd'hui de donner ce signal de demande vis-à-vis de la filière. Et la filière, je parle donc des producteurs d'énergie et des autorités publiques pour donner corps aujourd'hui via des investissements à la filière de demain qui mettra 5 à 7 ans avant de devenir suffisamment conséquente. Mais donc ce qu'on fait aujourd'hui est crucial pour préparer les années 2030 en gros, puisque ce levier de décarbonation aujourd'hui encore faible a vocation à devenir le levier décisif pour nous Air France, qui nous positionnons sur des trajets longue distance et où sur la longue distance, on n'a pas trop d'alternatives aujourd'hui. Il n'y a pas d'avion à hydrogène, il n'y a pas d'avion électrique qui fonctionnera sur des trajets longue distance et l'industrie s'accorde sur le fait de voir dans les SAF la solution à développer maintenant pour être en ligne avec la trajectoire qu'on s'est fixée en ligne avec les accords de Paris. Et j'en viens donc maintenant à la question de la contribution, puisque c'était ta question initiale. Effectivement, on propose aux clients de contribuer avec nous à donner ce signal de demande pour que la filière se développe. Donner un signal de demande, c'est concrètement investir, montrer qu'il y a une demande. Et donc, on propose à nos clients de contribuer, lorsqu'ils prennent l'avion, à investir avec nous dans les carburants d'aviation durable. Les carburants d'aviation durable, donc ce n'est pas une compensation, c'est bien une réduction sur le cycle de vie du CO2 par rapport à l'extraction d'énergie fossile. On est bien sur une réduction des émissions de CO2. Donc, sans faire de lien et sans faire de promesses au client en lui disant qu'il réduit les émissions de son voyage, puisqu'il n'y a pas forcément de SAF qui est incorporé dans l'avion sur lequel il voyage, il y a clairement il peut, via l'investissement qu'il fait, donner une contribution qui équivaut en montant à la réduction de CO2 de l'avion dans lequel il se trouve. Voilà. Et nous, notre engagement, il est d'investir donc cette contribution du client sur notre réseau dans l'année qui intervient dans le voyage du client. Voilà peut-être ce que j'avais à dire. Peut-être un dernier mot sur un aspect climatique, mais qui n'est pas lié au CO2 en tant que tel, dont on commence à parler, qui est super important, c'est les effets non CO2.
Donc le CO2 contribue, comme vous le savez, au réchauffement climatique, mais il y a également d'autres effets non négligeables qui contribuent aussi au réchauffement climatique. Et il s'agit principalement des traînées de condensation qui se produisent dans certains contextes météorologiques, dans le sillage de nos avions. Ça ne concerne pas du tout tous nos avions, puisque les traînées de condensation se produisent, on va dire, dans 10 à 20% des cas. Et on est donc très engagé pour... et là, il s'agit vraiment d'un effort collectif et de collaboration entre les différents acteurs. Parce qu'on est vraiment au stade de la recherche, en fait. Les chercheurs sont en train d'objectiver l'effet. On sait qu'il est important, sans doute un ordre de grandeur, mais aussi important que les effets CO2. Donc, c'est vraiment très important. Mais pour donc d'une part mieux comprendre dans quelles conditions ces traînées de condensation se produisent, donc on collabore avec Météo France sur la collecte de données et sur la création d'un modèle météorologique qui permettra de mieux prédire dans quelles conditions ces traînées de condensation se produisent, et d'autre part d'initier des solutions qui consisteront... Il y en a plusieurs, mais on va dire la principale, ce sera sans doute un évitement des zones météo susceptibles de provoquer ces effets non CO2. Donc il n'y a pas forcément de contribution client derrière. Là, c'est vraiment quelque chose qu'on fait nous avec les chercheurs et les autres acteurs de la filière aéronautique qui sont investis dans ces projets, mais qui est donc très important à avoir à l'esprit. Voilà. Merci beaucoup Martin. On y reviendra peut-être, moi j'ai quelques remarques, mais on va donner la parole à Optionway. Si on a souhaité aussi vous donner la parole, c'est que vous avez reçu il y a quelques semaines un trophée de l'innovation touristique, justement pour votre engagement dans le tourisme responsable et l'amélioration de l'information qui est faite aux clients sur la performance énergétique, quant à la contribution des vols au changement climatique. Il faut savoir que l'ADEME, qui essaye de calculer y compris les contributions indirectes au changement climatique et la fameuse contribution des nuages de traîne, ne nous permet d'avoir que des ordres de grandeur avec des moyennes qui vont entre 100 à 500 grammes par kilomètre parcouru d'équivalent de CO2. Grâce à Optionway et des partenaires, on va avoir des informations de plus en plus fines. En fait, on peut avoir sur certains vols des données beaucoup plus précises. Enfin, je vais te laisser en parler, mais c'est ce qui nous a semblé très intéressant. L'ADEME n'est pas un spécialiste de l'évaluation de l'empreinte carbone du transport aérien, mais on a maintenant des données qui nous permettent d'être beaucoup plus précis. Pour la petite histoire, j'ai été invité l'année dernière à un congrès des entreprises du voyage. J'étais invité sur 2 jours. Moi, j'ai réussi à rester 3 semaines. Enfin, 3 jours. Je devais faire un voyage de 3 jours au Canada. J'ai dit hors de question de faire ça. Je suis parti 3 semaines. Et en faisant ça, j'ai divisé par 7 l'intensité carbone à la journée de mon voyage. Alors, en valeur absolue, c'était presque pareil, mais en discutant avec Air Transat, avec lequel on a voyagé, on s'est rendu compte que le vol transatlantique qu'on faisait avec la convention n'était pas de 2,5 tonnes, mais de 1,5 tonne. Parce que c'était un nouvel Airbus, parce qu'ils utilisaient un peu de SAF, parce que voilà, il y a une combinaison et grâce à des partenaires comme Optionway, ça va nous permettre d'avoir accès à ce genre d'informations demain. Et il y a peut-être un sujet, enfin voilà, je vais te laisser présenter déjà qu'est-ce qu'Optionway, peut-être tout le monde ne connaît pas encore, oui. et quel était le dispositif que vous avez mis en place. Donc Optionway, effectivement, nous on est un distributeur, on distribue l'offre aérienne sur Internet auprès d'une centaine d'acteurs du voyage, du secteur. Et effectivement, nous, ce qui est très important pour nous, c'est d'informer finalement, c'est d'informer les voyageurs. Donc ça, c'est vraiment la chose essentielle. Et alors, comment bien les informer sur les émissions carbone? Et tout de suite vient la question de comment on compare les émissions carbone entre différents vols sur le même trajet, avec des compagnies aériennes différentes, avec des appareils différents, des motorisations différentes. Donc c'est vrai qu'on a cherché pas mal de solutions pour essayer d'être précis. C'est toujours difficile d'être précis, mais en tout cas d'être sur des choses à peu près comparables. L'ADEME fait un super travail, mais l'ADEME, effectivement, c'est des moyennes sur un même trajet et on ne peut pas comparer 2 vols ou plusieurs vols sur le même trajet.
Et c'est vrai qu'on a fait le choix, nous, d'un partenaire qui s'appelle Atmosphère. Atmosphère, c'est une ONG allemande qui a développé donc un calculateur précis et qui va prendre en compte pas mal de paramètres, dont évidemment le type d'avion, la motorisation, le taux d'occupation moyen, donc la classe cabine. Donc pas mal de choses qui vont permettre finalement aux voyageurs de voir les différences d'émissions carbone sur les différents vols de sa recherche pour la même destination, le même trajet. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a voulu essayer de faire. C'est pas évident parce que vraiment derrière, c'est arriver à avoir les bonnes données des appareils, les bonnes données des motorisations. Et Atmosphère a vraiment été un très bon partenaire pour ça. Et donc ça, on l'a mis en place. On a été une première agence en ligne à mettre ça en place. C'était début 2022, pardon. Et donc avec la possibilité sur nos interfaces finalement de pouvoir classer les vols par les impacts les plus faibles en termes d'émissions carbone. Donc ça, on croit beaucoup à l'information qu'on peut donner. C'est une information qui est neutre, hein. Nous, on affiche effectivement en tonnes de CO2, enfin en kilos, en tonnes de CO2. On n'affiche pas de pourcentage par rapport à une moyenne dont on ne sait pas très bien ce qu'elle regroupe. Voilà, on essaye d'être le plus factuel possible. Et notre objectif ensuite, c'est finalement d'essayer de pouvoir influencer les voyageurs de plus en plus. Donc là, nous, c'est vraiment notre rôle de distributeur. On a cette capacité d'influencer. Il y a une offre aérienne, elle est diverse, elle est variée. On a la possibilité de mettre des vols en avant, et notamment avec ce genre de critères d'émissions carbone environnementales. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille. Et on travaille aussi avec un certain pragmatisme, dans le sens où pour quelques kilos de moins d'émissions carbone, est-ce que le voyageur est prêt à payer 100, 200, 300 euros de plus? Finalement, comment présenter des résultats qui soient les meilleurs compromis entre le prix, la durée de voyage et les émissions carbone? Voilà, ça fait partie un peu de cette conciliation, du terme concilier que j'ai beaucoup aimé dans le titre du débat, qui est voilà, de concilier. On est sur des systèmes de compromis aussi. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on essaie d'avancer. Et on croit beaucoup à la sensibilisation, voilà, des voyageurs, parce que derrière, on va tous avoir, et c'est un choix collectif, à gérer notre bilan carbone, à gérer. Et effectivement, pour un voyage, on a tous une gestion de notre propre bilan carbone à faire, et à se dire, je vais peut-être essayer d'économiser du carbone en mangeant moins de viande, parce que j'ai envie de faire un voyage en avion cette année. Peut-être que mon bilan carbone, je vais le lisser sur 2 ans, et effectivement, je vais faire un voyage une année sur 2. Je crois beaucoup à cette démarche, en tout cas, de donner les clés, vraiment les clés d'information aux voyageurs, et les clés d'information qui sont aujourd'hui vraiment centrées sur les émissions carbone. Mais pas que, finalement, pas que. Vous faites plein d'efforts, et pas que sur les émissions carbone, aussi sur les déchets, nous, en tant que distributeur, on aurait très envie, en termes de partenariat, de collaboration, finalement, c'est un sujet dont on va reparler, mais finalement de se dire comment est-ce qu'on pourrait transmettre aux voyageurs des informations un peu normées sur les efforts que font les compagnies aériennes, pour permettre aux voyageurs, finalement, d'avoir un choix éclairé. Se dire, sur le même trajet, entre tel ou tel vol, effectivement, il y a une information brute qui sont les émissions carbone, mais aussi telle compagnie aérienne peut avoir potentiellement un comportement un peu plus vertueux qu'une autre, ou en tout cas fait plus d'efforts, investit plus. Ce genre d'informations qui pourraient être intéressantes voilà, de distribuer, de fournir. Voilà. Alors, moi, j'ai deux remarques à faire. On a Jean-Marc Jancovici, il y a un an, on en a beaucoup parlé, qui est invité à faire 4 vols par vie. On a d'un autre côté François Gémen qui faisait la conférence inaugurale hier, qui défend l'utilité sociale du voyage long courrier. On a énormément d'influenceurs en fait, qui ont des avis parfois divergents, en tout cas qui influencent aussi les consommateurs. Nous, à Terre, on essaye de dire qu'on devrait inviter à voyager mieux, voyager moins, voyager moins souvent, plus longtemps, ce qui n'empêche pas d'aller à l'autre bout du monde. Alors je ne sais pas si le paramètre de 4 vols par vie est le bon, mais on voit qu'en fait, tous les vols ne se valent pas. Et donc, ça va être intéressant de voir qu'on va pouvoir éclairer le consommateur aussi sur le taux de remplissage de l'avion, qui a un vrai impact. Peut-être c'est là-dessus que j'aimerais bien qu'on puisse
aussi creuser. Et puis sur la classe, tout le monde n'a pas conscience, mais l'ADEME ne propose pas, fait une grosse moyenne, mais qu'on soit en business ou en classe éco, on a le même bilan carbone. C'est pas vrai. Donc est-ce que tu peux nous détailler un petit peu quels sont les ordres de grandeur que permettre aussi Bien sûr. Alors déjà peut-être un point, je n'avais pas rebondi tout à l'heure, mais c'est vrai que nous, dans notre calculateur, on prend en compte les traînées de condensation qui effectivement augmentent grandement les émissions en fait. Donc c'est vrai qu'on est parfois sur un multiple de x2 par rapport à un calcul sans prendre en compte les traînées de condensation. Donc ça c'est un des points. Et ensuite, oui, bien sûr, un voyage en business, oui, c'est plus de place dans l'avion, donc évidemment c'est moins de place pour les autres et c'est finalement par passager en tout cas des émissions supérieures. Donc ça c'est quelque chose bien sûr qu'on prend en compte et qui est assez impactant. Et donc ça fonctionne comment? Vous avez donc un paramétrage en fonction du taux de remplissage historique sur la ligne? Alors ça c'est Atmosphère pour le coup qui le fait, c'est pas nous. Nous on fournit effectivement les paramètres, les données des vols et autres, et c'est Atmosphère qui calcule ça. Et effectivement avec un taux d'occupation moyen, donc effectivement dont on sait que, en gros, pour qu'une ligne aérienne quand même fonctionne, ce taux moyen, en fait, bon, il tourne toujours entre 80, 85%, 90%. Il va quand même être assez standard. Je ne dirais pas standard, mais assez normé. On va pas avoir très très grosse différence a priori. Mais, voilà. Il y a un autre sujet dont on n'a pas parlé, et je pense que c'est ça qui est très visible quand on utilise Optionway, c'est les escales. On sait que les escales, elles ont un impact important sur les émissions de CO2. Pas aussi important parfois qu'on a pu l'imaginer ou qu'on peut le voir dans la presse. On avait fait des études assez sérieuses avec les calculateurs de Voyageurs du Monde. Et en fait, l'escale a encore plus d'impact si elle nous fait dérouter de la route classique. Et on revient sur l'idée des plans de vol pour qu'ils soient plus sobres, en lien avec l'aviation civile. Mais on comprend assez facilement que sur un Paris-Hanoï, en faisant une escale par Dubaï, bon, ça a un impact, mais il faut le relativiser. Par contre, un Paris-Johannesburg en passant par Istanbul, là, ça décuple, enfin ça décuple pas, mais ça maximise l'impact. Est-ce que là-dessus, tu peux nous apporter quelques témoignages aussi sur la question des escales? Oui, ça on le voit clairement dans les calculs, dans les émissions carbone. Moi, ça me fait vraiment rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire la mise en avant maintenant, et vous faites beaucoup de choses Air France là-dessus, sur le pré-acheminement, post-acheminement en train. Voilà quand même une solution assez simple, efficace, réduire effectivement le bilan carbone total. Premier trajet en train et après je prends mon vol. Bon, effectivement, là, on n'a pas de sujet. On a un sujet escale de train, donc ça va. Mais effectivement, oui, ça a un impact important. Oui, bien sûr. Ouais, donc ça privilégie les trajets directs, clairement, qui sont valorisés grâce à des émissions carbone plus faibles. Ouais. Martin, tu nous as parlé des plans de vol, on va rester là-dessus. Je pense que c'est quand même une marge de progression qui me paraît intéressante. Vous aviez pendant quelques années fait une ligne expérimentale sur le Paris-Orly, je crois, Orly-Toulouse. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que tu l'as dit rapidement, mais comment ça peut fonctionner, l'éco-pilotage? Comment ça se traduit chez Air France? Alors l'éco-pilotage, donc c'est une mesure encore une fois qui est activée d'ores et déjà, donc tout ce qu'on peut faire dès maintenant, c'est hyper important. Donc l'éco-pilotage, ça consiste d'une part à, tant que l'avion est encore sur la piste, de rouler sur un seul moteur. En toute sécurité bien sûr, et donc avant le décollage, le deuxième moteur est rallumé, mais donc ça c'est une mesure qui est incorporée maintenant dans les procédures de nos opérations aériennes. On va dire la deuxième mesure à avoir en tête, c'est en fait, tant qu'on n'a pas quitté le point de parking, il faut éviter d'utiliser des ressources énergétiques carbonées. Donc l'avion, il a une ressource énergétique à base de kérosène qu'il emporte, et du coup, pas mal d'avions choisissent d'utiliser cette ressource pour la clim, par exemple, ou pour fournir de l'énergie à l'avion tant qu'il est encore au sol. Donc là-dessus, vraiment l'enjeu, c'est de ne pas utiliser ça, mais de se brancher au circuit d'énergie décarbonée de l'aéroport. Troisième mesure, c'est donc, et là ça ne dépend pas que de nous, c'est en collaboration avec l'aviation civile, mais c'est de faire ce qu'on appelle des descentes continues. Aujourd'hui, on va dire un pilote doit pas mal anticiper sa descente
parce qu'il ne sait pas exactement quand est-ce que le contrôle aérien va lui faire passer les paliers en fait. Et donc il commence à descendre relativement tôt et il attend que le contrôle aérien en gros lui donne le signal qu'il peut, ça y est, il peut y aller. Et en fait le fait de faire ça, c'est pas du tout bon en fait en termes de carbone. Il vaudrait mieux attendre plus longtemps en haute altitude et ensuite descendre de manière continue. Voilà. Donc ça c'est également quelque chose sur lequel on travaille avec le contrôle aérien. Et in fine, effectivement, d'avoir ces trajectoires plus droites pour éviter de faire des zigzags. Voilà. Il y avait aussi Carwatt qui étaient des tracteurs pour tracter les avions jusqu'en piste. Je sais qu'il y a des problèmes logistiques, mais c'est toujours en cours cette expérimentation? Oui, alors j'ai pas forcément beaucoup de détails à apporter là-dessus, mais oui, c'est... de tracter avec un moteur électrique l'avion pour allumer le moteur, arriver sur la piste de décollage. On sait qu'il circule beaucoup dans l'aéroport. Et donc, oui. C'était Gérard Felzer, notre ami Gérard Felzer, qui avait été à l'origine de cette innovation. J'avais une question pour Mathieu sur comment ont réagi les prescripteurs avec qui vous travaillez, qui parfois sont engagés dans le tourisme responsable. On peut penser à Evaneos ou à d'autres opérateurs qui sont prescripteurs de votre solution. Comment eux, ils contribuent aussi à faire circuler l'information auprès des voyageurs? En fait, on a eu, c'est intéressant cette question parce que finalement, dans les différents partenaires qu'on a, on a eu des partenaires qui étaient effectivement très motivés, très preneurs par le fait de pouvoir présenter une information sur les émissions carbone des vols, pouvoir que ce soit vraiment pris en compte dans l'acte d'achat, de réservation des voyageurs. D'autres ont été plus réticents, il faut l'avouer, plus réticents et là, il a fallu qu'on arrive à convaincre, mais convaincre aussi de façon assez simple. C'est-à-dire que finalement, nous, ce qu'on a beaucoup défendu, c'était le fait, il vaut mieux donner l'information, dire les choses, le cacher, ne pas dire finalement les émissions carbone. C'est pas la solution, enfin vraiment pas. Il faut le dire, il faut partager cette problématique, elle est réelle pour qu'on puisse agir dessus. Et finalement, c'est un argument qui est assez bien passé parce que les voyageurs finalement et aujourd'hui s'attendent à ce que je veux choisir un vol. Bien sûr, je veux voir quelles sont les émissions carbone du vol. Et petit à petit, on a bien vu, on a commencé donc début 2022. On avait commencé à travailler dessus en 2021 et effectivement c'était encore un peu tôt mais on a eu en tout cas au final un très bon accueil de l'ensemble des partenaires. Aucun n'a demandé de le retirer et aujourd'hui c'est vraiment devenu un standard, c'est-à-dire que c'est un standard et un standard maintenant qui doit servir de socle de base pour travailler dessus, pour influencer, pour avancer aussi sur d'autres éléments, d'autres critères qu'on peut mettre à disposition des voyageurs pour faire un choix éclairé sur leur vol. Après, nous, on invite les tours opérateurs à communiquer aussi sur les impacts que peuvent avoir le voyage. C'est-à-dire, c'est ce que dit François Gémen, c'est quoi l'utilité sociale de faire ce déplacement, de faire ce sacrifice, d'émettre pour aller faire un transatlantique à peu près 2 tonnes, 2 tonnes 5. Pourquoi y faire? Toutes les tonnes ne se valent pas. On parle d'un concept qui dépasse le concept de bilan carbone ou d'empreinte carbone, qui est l'ombre climatique. Pourquoi on voyage? Et ça, c'est le boulot des tours opérateurs pour le coup. C'est ça. On avait interviewé ici même à IFTM l'année dernière Loïc Blaise, qui est un pilote. Pour ceux qui n'avaient pas lu cette interview, je m'étais fait un grand plaisir de l'interviewer et de l'interviewer ici sur l'IFTM. Lui, c'est ce qu'il nous disait. En fait, l'avion propre, il existe déjà. Il n'est pas encore démocratisé. On espère que ça va s'accélérer, mais on sait que ce n'est pas avant des dizaines d'années. Mais la question qu'on doit tous se poser, c'est pourquoi on voyage aussi? Quel sens ça a? Qu'est-ce qu'on va y faire à destination? Et est-ce qu'on reste dans un voyage de surconsommation ou est-ce qu'on passe à un discours aussi de voyage avec un sens, avec une modération, retrouver une certaine modération? Ça n'a rien de choquant. L'aérien, c'est une chance de pouvoir se déplacer comme ça. Mais faut-il encore effectivement qu'on y donne du sens et avec un discours de modération qui est prôné par beaucoup d'acteurs depuis déjà plusieurs années, mais qui est vraiment un discours qui fait de plus en plus, qui a de plus en plus sa place. Ce qui peut tétaniser aussi parfois, notamment les jeunes générations, mais pas que, c'est vrai que c'est ce chiffre un peu sacré de 2 tonnes. 2 tonnes, c'est les émissions totales que doivent se permettre un citoyen de cette planète en 2050. On sera 9 milliards d'êtres humains, c'est maximum 2 tonnes. Et quand on sait qu'un transatlantique, c'est déjà
2,5 tonnes en moyenne, même si ça peut être moins. Voilà. Nous, ce qu'on invite à faire, c'est son bilan carbone sur 10 ans, c'est 20 tonnes. D'où l'extrapolation de Jean-Marc Jancovici, qui est peut-être maladroite, enfin provocatrice, mais d'où l'idée des 4 vols par vie, quoi. Nous, notre boulot, c'est de démontrer qu'entre les 4 vols par vie et les 4 vols par an, j'étais invité sur France Inter le 5 août dernier à la matinale, justement pour réagir entre autres à ces sujets-là. J'avais fait un lapsus, j'avais parlé de 4 vols par an. Mais en fait, je pense qu'il faut qu'on en joue de ce lapsus. Entre 4 vols par vie et 4 vols par an, qu'est-ce qui est responsable? Qu'est-ce qui est raisonnable? Je vais revenir quand même rapidement, puis il est temps qu'on passe la parole aussi à la salle, mais sur les SAF, est-ce que tu peux nous dire quand même un petit peu plus? Tout le monde n'a pas entendu parler des SAF, donc des carburants d'aviation durable. Je sais aussi qu'on avait été très surpris, il y avait un auteur du GIEC qui est spécialiste du tourisme, qui était venu à un séminaire à terre il y a quelques années. Il nous avait dit que les nouveaux types de carburants pourraient avoir, donc à nouveau on a besoin que les chercheurs travaillent et leur laisser le temps de travailler aussi, pourraient avoir un impact sur les émissions indirectes, sur les fameux nuages de traîne. Il semblerait que certains carburants d'aviation durable minimiseraient cette contribution du forçage radiatif des nuages de traîne. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus déjà sur qu'est-ce que c'est que ce carburant d'aviation durable et éventuellement les interactions qu'il pourrait y avoir avec le forçage radiatif? Alors, ce qu'il faut retenir, il y a 2 types de carburants d'aviation durable. Pour rester simple, il y a les carburants issus de la biomasse, avec donc aujourd'hui la seule filière commerciale, c'est la réutilisation d'huile usagée. Il y a d'autres filières qui sont en train de naître, notamment issues de résidus forestiers ou de déchets municipaux. Et c'est des filières du coup qui seront importantes pour compléter cette production donc très minimale aujourd'hui de ces carburants de la biomasse. Donc ces SAF de la biomasse vont prendre de plus en plus de place. Néanmoins, ça restera une ressource très finie. On ne va pas avoir de la biomasse non plus en quantité suffisante pour décarboner l'aviation. Et donc le gros enjeu, c'est développer la deuxième catégorie de SAF qui sont les carburants de synthèse. Qu'est-ce que c'est que les carburants de synthèse? C'est des carburants qui sont produits à base de captation de CO2 qui sont soit dans l'atmosphère, soit carrément à la sortie des cheminées d'usine, en gros, pour donner une image, et de les faire réagir par un procédé chimique avec de l'hydrogène décarboné, produit lui-même à base d'eau. Et ce processus chimique, en gros, permet de créer un carburant de synthèse. Donc toute la recherche est focalisée là-dessus aujourd'hui pour avoir demain, dans les années 2030, des procédés industriels qui permettent à l'échelle de produire ces carburants de synthèse. Voilà du coup pour les que sont les SAF. Et donc je rappelle que ces SAF donc, réduisent sur le cycle de vie, que ce soit de la biomasse ou des carburants de synthèse, on va donner un ordre de grandeur de 80%. Le CO2, 80% de réduction par rapport au kérosène. Donc c'est vraiment pour ça que c'est pour nous un levier décisif sur le long courrier. Et ta deuxième question concernait l'impact du SAF sur les traînées de condensation. Oui, donc il y a bien un impact. En fait, quand on emporte du SAF, il n'y a pas de traînée de condensation. Aujourd'hui, les technologies qui équipent nos avions ne permettent de n'emporter que 50% de SAF. Les moteurs ne sont pas encore homologués pour emporter plus. Donc, ça ne suffit pas à enlever toutes les traînées de condensation. Mais si on avait, en théorie, 100% de SAF dans un avion, il n'y aurait pas de traînées de condensation. Donc, très, très intéressant, effectivement, comme caractéristique du SAF. Et autre particularité aussi, c'est donc la possibilité d'hydrotraiter le kérosène. Si je me souviens bien, c'est aussi à base de SAF, mais donc qui permet d'enlever en gros les aromatiques du kérosène. Les aromatiques du kérosène, c'est ce qui génère ces traînées de condensation. Donc voilà, donc oui, il y a bien un intérêt du SAF. Donc on est bien d'accord qu'on ne parle pas d'agrocarburants et de faire concurrence avec de la culture vivrière, c'est bien quand même de le rappeler. Tout à fait. En Europe, la régulation nous interdit d'utiliser des carburants de la biomasse qui feraient concurrence à la filière agricole ou qui encourageraient la déforestation.
Donc il y a des labels qui sécurisent, on va dire, ces critères-là de durabilité et ils sont réglementaires en Europe. Ce n'est pas le cas aux États-Unis, il faut le savoir. Pour rester sur le cadre européen, il y a une réglementation qui oblige les compagnies maintenant à utiliser du SAF à hauteur de quel pourcentage? En France, depuis 2022, tous les vols au départ de France doivent emporter un minimum de 1%. Ça, c'est une réglementation nationale ou européenne? C'est la européenne réglementation française qui a devancé la réglementation européenne qui vient de sortir, qui doit être encore validée au niveau du Conseil européen, mais en tout cas, elle a été votée. Donc, qui est d'incorporer à horizon 2030 6% de SAF pour tous les vols au départ de l'Europe. Nous, Air France, comme d'autres acteurs du secteur aérien, on s'est fixé un objectif plus ambitieux parce qu'en ligne avec les accords de Paris, en fait, de 10% de SAF en 2030. Et en 2023, ça représente combien pour Air France, le SAF? On est entre 1 et 2%. Donc encore, effectivement... Et une troisième précision, toujours sur le SAF, votre partenaire Atmosphère en Allemagne a aussi quelques exigences. C'est votre partenaire à vous, Atmosphère, excusez-moi. Non, mais est-ce que vous pouvez nous parler quand même de l'hydrogène vert? C'est pas n'importe quelle méthodologie, parce qu'on a aussi de l'hydrogène qui est carboné, donc qui n'est pas la solution. Est-ce que vous pouvez peut-être nous éclairer, soit à l'aune de ce que votre partenaire maîtrise? Je sais qu'ils sont vraiment spécialisés sur ce sujet-là. Ouais, ils ont même un label qui garantit ça. Ouais, mais alors pour le coup, sur l'aviation, c'est vrai que l'hydrogène n'est pas encore, n'est pas encore au rendez-vous, on va dire. Donc c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'infos là-dessus sur le sujet, clairement. Sur les filières auxquelles vous contribuez, parce que c'est aussi un carburant made in France, on va dire. Les filières que vous accompagnez, enfin vos fournisseurs, comment ils fonctionnent sur l'hydrogène? Sur il n'y a pas encore d'avion à hydrogène. Promesse d'Airbus pour 2035, mais aujourd'hui il n'existe pas encore. Donc on va dire dans le secteur aérien, effectivement, il n'y a rien aujourd'hui. Mais les procédés que je mentionnais tout à l'heure pour produire des carburants de synthèse utilisent effectivement de l'hydrogène et de l'hydrogène décarboné, sinon ça n'a pas de sens. Et donc en gros, l'hydrogène décarboné est synthétisé par une réaction entre l'eau et une énergie décarbonée. On pourrait produire de l'hydrogène carboné si on faisait réagir de l'eau avec du charbon. Voilà. Donc les filières sont à Marseille et à Port-Jérôme, je crois, en Normandie. Voilà. On les invitera l'année prochaine sur le salon IFTM. Il est temps vraiment, il nous reste 10 minutes d'échange. En fait, il n'y a pas de conférence après à 13h, donc on peut déborder, mais voilà, n'exagérons rien. Vous avez probablement d'autres engagements. Donc on a une petite dizaine de minutes de discussion avec vous. Donc il y a déjà une question ici. Je vais circuler avec le micro. Oui. C'est bon. Il faut parler bien devant. Ouais. Oui, bonjour. J'avais deux questions pour Air France. D'abord, vous dites que vous allez proposer à partir de 2024 aux voyageurs d'investir en fait dans les nouveaux carburants. C'est bien ça, de manière à ce que leur vol, il y ait une compensation de l'émission de CO2 de leur vol. J'aurais voulu des précisions sur ce mécanisme-là. Et j'avais aussi une question pour vous qui était pour le grand public. On se souvient tous des fameux comparateurs de prix qui en fait étaient des démarches commerciales. Qu'est-ce qui garantit le consommateur que je suis que votre comparateur d'empreinte carbone des vols n'est pas en fait une manière de mettre en avant simplement vos partenaires commerciaux? Alors je vais répondre à la première question. En fait, ce n'est pas en 2024, c'est déjà maintenant. On propose donc depuis déjà au moins 2 ans à nos clients de contribuer sous forme d'une option. Donc quand vous réservez un billet d'avion, après que vous ayez sélectionné votre vol, on vous propose des options additionnelles. L'une d'entre elles s'appelle l'option environnement, qui, donc, une fois sélectionnée par le client, donne l'empreinte carbone du vol. Je mentionne au passage que cette empreinte carbone du vol aujourd'hui n'est pas suffisamment visible du coup pour le client. Exactement comme Optionway, on va la rapatrier au moment de la sélection du vol. C'est quelque chose qui va arriver très bientôt. Mais donc aujourd'hui, quand le client sélectionne cette option environnement,
Donc on lui explique un petit peu le fonctionnement et il a un choix en fait entre 3 options d'incorporation de contribution au SAF. Le SAF, c'est donc cher. Donc cette option, ce qu'on propose aux clients, c'est donc de contribuer à l'achat de SAF pour réduire le montant de centaines de kilos, voire de tonnes de CO2 équivalent à l'émission de son vol, à l'empreinte de son vol. Et comme contribuer à hauteur de 100% des émissions de son vol coûte, pour donner un ordre de grandeur renchéri, le billet d'avion entre 50 et 100%, on propose des formules moins onéreuses qui permettent de contribuer non pas à hauteur de 100% des émissions de son vol, mais 10%, 30%, 50%. Après, on a un système de pricing qui dépend un petit peu de la sensibilité prix. Donc, sur un trajet court courrier, on va directement proposer au plus bas 30%, parce que c'est 20 € à peu près, et on se dit que 20 €, ça peut tout à fait être quelque chose que le client fait. Sur un long courrier, on va facilement être à plus de 100 €. Donc là, on va proposer une première option qui sera autour de 5-10%. Mais il y a toujours l'option 100% qui est proposée, puisqu'on sait qu'il y a une partie de nos clients qui sont prêts à, parce qu'ils ont la pression de leurs enfants, parce que c'est leur souhait, parce qu'ils n'ont pas de problème d'argent, acheter 100% SAF. Aujourd'hui faible. Aujourd'hui faible, on a du coup travaillé à une incitation pour le rendre, dont l'objectif est de le rendre visible et que ça aide d'un point de vue, on va dire, psychologiquement à faire le pas. C'est qu'on l'a intégré au programme Flying Blue. Donc en fait, un client qui fait le choix de souscrire à cette option SAF et donc contribuer, gagne alors des XP. Les XP, c'est ce qui contribue à maintenir un statut. Comme vous le savez, les statuts s'acquièrent, en tout cas s'acquéraient jusqu'à il n'y a pas très longtemps, à l'aune de la fréquence des voyages. Et donc quand on est Platinum, c'est nécessairement qu'on voyageait beaucoup. Aujourd'hui, ce n'est plus nécessairement le cas, parce que du coup, les voyageurs ont un choix sur la manière de maintenir justement ce statut de fidélité. Et donc, l'incitation est très forte sur le SAF, puisqu'il y a beaucoup d'XP à la clé, en gros. Un client, en gros, pour vous donner un ordre de grandeur, un client Platinum peut soit décider de maintenir son statut Platinum, donc avec une quantité X de voyages. S'il décide à chaque fois de souscrire l'option 100% SAF, c'est 3 fois moins de vols, 3 à 5 fois moins de vols, on va dire, qui sont nécessaires pour maintenir ce statut de fidélité. Donc on a souhaité vraiment faire une forte incitation au SAF, parce qu'on sait qu'à un moment donné, il faut aussi le petit coup de pouce, et que au-delà, on va dire, de la vertu environnementale, le client voit aussi quelque chose d'un point de vue individuel pour lui-même, on va dire. Voilà. Alors, juste pour répondre à votre question concernant le calculateur des émissions carbone. Donc effectivement, nous, on utilise le calculateur d'atmosphère qui est effectivement une entité reconnue. Mais dans ce choix qu'on a fait, on avait fait un benchmark, on en a regardé beaucoup, hein, et se pose effectivement, et vous avez tout à fait raison, la question d'une certification finalement, d'un label, d'une certification. On s'est rendu compte que oui, les méthodologies sont différentes entre les différents calculateurs. Et effectivement, nous on a choisi Atmosphère parce que pour le coup, effectivement, il dépend de l'agence fédérale allemande de l'environnement. Il est vraiment reconnu. Mais effectivement, on manque, je trouve, d'une... Et alors l'ADEME a un très bon calculateur, nous on l'aurait pris, sauf que le calculateur de l'ADEME ne nous permet pas de faire la différence entre différents vols sur le même trajet. Et c'est vraiment ça ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire pour un même trajet Paris-New York, il y a 18 vols par jour, et effectivement,
quelles sont les différences d'émissions carbone de ces différents vols en fonction de la compagnie aérienne, du type d'avion, de la motorisation, des traînées de condensation, enfin voilà, donc, tous ces éléments, et c'est ça ce qui nous a intéressés de mettre ça en place. Et puis juste pour terminer, si effectivement on venait à manipuler ces données pour mettre certaines compagnies aériennes en avant, voilà, ça s'appelle de l'escroquerie ou donc, enfin, je sais pas. Il peut y avoir des erreurs, bien sûr, mais que ce soit intentionnellement une compagnie aérienne mise en avant en truquant les chiffres d'émissions de CO2, là, je vois pas très bien. Ouais. Donc en tout cas, on ne le fait pas, je vous rassure. Voilà. Sophie. Bonjour, je suis Sophie Paillet, directrice RSE pour les groupes Caravelle et Fram, donc très intéressée par ce qui peut se passer sur le long courrier. C'est une question pour Air France, enfin c'est deux questions en fait. La première question, donc Julien a justement dit il faut voyager mieux et voyager moins. Tous les acteurs, que ce soit le Shift Project ou le secrétariat général de la planification écologique qui sont descendus au niveau des secteurs, insistent sur ce besoin de voyager moins. De moins prendre l'avion, si vous n'en avez pas parlé. Je voulais savoir, si vous allez un peu évoquer avec votre programme XP Platinum, mais bon, ça concerne vraiment, j'imagine, une petite partie de votre clientèle. J'imagine que vous avez des gens qui voyagent beaucoup. Comment est-ce que vous liez votre travail à vous et ce levier sur la sobriété avec ce que font les gens de votre service fidélisation, on va dire. Et ma deuxième question est plus globale. Vous vous inscrivez dans une industrie mondiale et c'est bien toute la difficulté et c'est bien le sujet pour lequel le gouvernement ne prend pas le sujet des vols internationaux parce que c'est complètement indépendant. Donc, il y a un an à peu près, l'OACI qui chapeaute tout ça a annoncé son engagement dans le net zéro à 2050. Sauf que depuis, en tout cas dans les médias français, c'est silence radio. Et vous, en tant que compagnie emblématique, comment est-ce que vous portez le fait que cette OACI va bien dans le chemin et embarque tout le monde et voilà, les lobbies sont très 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 forts. Comment vous engagez votre authenticité là-dedans? Alors sur la première question, sobriété et fidélisation. Donc la question de la sobriété, elle a effectivement sa place légitime dans le débat. Sur le programme de fidélité, la raison d'être du programme de fidélité est de faire préférer notre compagnie aérienne quand les clients voyagent. Quand les clients font le choix de voyager, le rôle du programme de fidélité est de leur faire choisir Air France, KLM ou une autre compagnie partenaire. La raison d'être de notre programme de fidélité n'est pas de faire voyager plus, donc d'être la raison de déclencher un voyage supplémentaire. Donc ça, c'est le premier point. Sur comment ça se traduit en termes d'offres clients, donc pour l'instant, peut-être que ça évoluera. Peut-être qu'un jour, les programmes de fidélité seront interdits, comme ça a été le cas en Scandinavie, en Norvège, dans les années 2000, je crois. En tout cas, pendant une période. Je crois qu'après, ils ont été réautorisés. Mais pour l'instant, pour nous, ce qui nous semble, on va dire, la juste proposition par rapport à ça et par rapport à la raison d'être de notre programme de fidélité, donc c'est de donner un choix. Et vraiment, ça, du coup, c'est au cœur de toutes les propositions du programme de fidélité. C'est à chaque fois de donner un choix aux clients qui donc font le choix de voyager souvent, que ce soit sur la manière d'utiliser leurs miles, sur la manière de gagner des miles même, ou sur la manière de garder un statut de fidélité, d'avoir un choix non carboné sur la manière de le faire. Donc sur la manière de gagner des miles, pour être plus concret, c'est déjà largement le cas, puisqu'en fait, gagner des miles, beaucoup de gens gagnent beaucoup de miles avec la carte Amex, en fait, dans leurs achats au quotidien. Je ne sais pas si vous connaissez la carte American Express Air France KLM. Donc dans le business model de notre programme de fidélité, le gain de miles via ce type de partenaire donc, occupe une place très très importante.
Donc le gain de miles par des trajets en avion est juste une partie, on va dire, du business model, mais c'est pas du tout. Donc le client, on va dire, peut faire ce choix de gagner ses miles d'une autre manière. Sur la dépense des miles maintenant. Donc oui, le client peut choisir de dépenser ses miles pour un billet qu'on appelle un billet reward, un billet prime. Mais donc ce à quoi on travaille, enfin ce qui existe, en fait, pas ce à quoi on travaille, ce qui existe, c'est qu'en fait, il y a une multiplicité d'autres choix d'utiliser ces miles. On peut utiliser ces miles pour une chambre d'hôtel à Corps, pour un article dans la boutique e-shopping, voilà, en utilisant ces miles, mais aussi pour acheter du SAF, justement, utiliser ces miles pour faire la contribution SAF, c'est possible. D'un point de vue offre, en tout cas pour nous, c'était essentiel de le proposer ou de faire don à une ONG partenaire d'Air France ou de KLM. Et enfin, sur le statut de fidélité, c'est ce que j'ai dit. Aujourd'hui, il nous paraissait essentiel de proposer une alternative aux voyageurs fréquents sur la manière de maintenir un statut de fidélité. Et donc, c'est ce que je mentionnais sur le SAF. Et donc, aujourd'hui, on peut maintenir un statut de fidélité en voyageant finalement pas tant que ça. La deuxième question, c'était sur l'OACI. Alors, l'OACI a défini un objectif aspirationnel de long terme, net zéro, effectivement, à 2050. C'est un premier step important parce que ça mobilise quand même toutes les compagnies aériennes du monde entier. Et on sait que la régulation nous aidera dans ce chemin, mais que la régulation a besoin d'être à l'échelle la plus macro possible. Parce que sinon, on tombe très vite dans les enjeux de level playing field, c'est-à-dire de garder des conditions concurrentielles acceptables, en fait, pour que les acteurs, on va dire, européens, voire français, ne soient pas défavorisés par des acteurs du Golfe, par exemple, les compagnies du Golfe, parce qu'en fait, elles n'ont pas les mêmes réglementations. Et donc, à un moment donné, tout ça se traduit sur le prix du billet d'avion et le client peut facilement faire le choix de passer par Dubaï plutôt que de passer par CDG. Donc, nous, on a besoin que les réglementations, elles soient à un niveau mondial. Donc, c'est très bien que l'OACI fasse un premier pas, mais qui doit être bien plus matérialisé. Donc, nous, ce qu'on pousse là aujourd'hui, c'est pour avoir un objectif à 2030. Donc non pas à 2050, mais à 2030 à l'échelle mondiale, puisque 2050 c'est le point d'arrivée, mais si on attend 2045 pour s'y mettre, ça va pas résoudre le problème. Donc, Oui, je voudrais évoquer la taxe carbone. Parce que c'est quand même, entre guillemets, un bon moyen. Donc on a la Convention de Chicago qui interdit des taxes. Bon, il y a la taxe Chirac qui a fait un petit peu exception. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait s'orienter vers une exception et avoir une taxe carbone au niveau des signataires de l'OACI? Ça, c'est... Je ne saurais pas répondre en termes... Je n'ai pas la sensibilité, on va dire, des membres de l'OACI et des mécanismes de gouvernance pour savoir à quel point... ce serait effectivement en tout cas le bon niveau de réglementation, clairement. Donc il serait souhaitable effectivement que si régulation il y a, elle soit à ce niveau-là. Savoir du coup est-ce qu'on est proche ou pas, là je ne suis pas capable de répondre. Le niveau européen peut être un niveau éventuellement intermédiaire pour réguler, mais il ne couvrira pas les acteurs européens de la nécessité d'avoir un terrain concurrentiel à armes égales avec les compagnies du Golfe. Donc, voilà, je ne sais pas trop bien comment répondre à votre question. On a une question là-bas. Une dernière. Il est quelle heure? Alors, on propose un échange plus informel sans micro, c'est ça? Ici, il n'y a pas d'autres conférences, donc on a du temps, mais apparemment les micros doivent être coupés. Juste une dernière question. Je vous invite à vous rapprocher si vous voulez échanger avec nous. Nous, on a encore du temps, il n'y a pas d'autres conférences, donc voilà, n'hésitez pas. Merci en tout cas à toutes et tous pour votre écoute, vos questions et rendez-vous. Vous avez tout le cycle de conférences, on est à mi-temps à peu près. On a encore jusqu'à demain soir, donc bienvenue. Merci. Merci.